J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule puisqu'on accueille Louise. Merci beaucoup d'être parmi nous. Est-ce que tu vas bien? Ça va. Et toi? Très bien, merci. C'est un Merci profil à que toi. je connais très bien, on va dire, puisque ça fait quand même un petit moment maintenant qu'avec Louise, on se connaît, on travaille ensemble, etc. Mais pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous expliquer un peu qui tu es, comment tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, pour après que l'on puisse expliquer un peu ton expérience de digital nomade et ta vie surtout entre les différents voyages. Yes. Donc moi, c'est Louise. Je suis web designer, intégrateur web. On se connaît parce que j'ai fait plusieurs de tes sites. Exactement. Du coup, j'ai commencé il y a 2 ans et demi en freelance. Je me suis lancée en parallèle de mes études en alternance. J'ai continué parce que la liberté que ça apporte la freelance, je suis tombée amoureuse et du coup, j'ai commencé à voyager et à bosser en même temps un peu partout dans le monde. Et donc voilà. Et bon, aujourd'hui, j'enregistre ce podcast de Paris. Mais bon, c'est assez rare que j'y suis. Ça Que j'y fait, sois. c'était prévu. On a fait exprès parce que là, du coup, tu étais à Bali. Là, après, tu retournes à Barcelone. Donc, forcément, il fallait que on trouve un bon terrain d'entente pour faire cet enregistrement. Comment tu décrirais ton expérience de digital nomade? Est-ce que quand tu t'es lancé, justement en parallèle de ton alternance, est-ce que pour toi, c'était un critère essentiel du freelancing, justement, de pouvoir voyager? Ou est-ce que ça t'est un peu tombé dessus du jour au lendemain, sur un coup de tête, tu t'es dit je me casse et j'y vais, quoi. Alors non, j'ai fait de la freelance pour pouvoir voyager. Ok. En fait, quand j'avais 21 ans, je suis partie en Australie pendant un an en PVT. Et après, j'ai fait l'Asie du Sud-Est. Et du coup, je suis tombée amoureuse du voyage. Et je suis rentrée à Paris finir mes études, donc en alternance. Donc j'ai repris le trop boulot de dos. J'ai pas supporté. J'ai dit, OK, il me faut un taf où je puisse voyager en même temps, quoi. Donc c'était un peu... j'ai un peu choisi mon boulot en fonction de ça aussi, en fait. Ok. Donc, dès la fin de mes études, en fait, mon contrat s'est terminé, je crois, le 31 août. 4 septembre, j'étais dans l'avion pour partir à Lisbonne, quoi. Oui, Merci. en fait, tu ne restes pas en place, tu as envie d'explorer plein de trucs. Comment tu fais pour ne pas avoir peur? Alors, je sais, ça peut paraître très bizarre comme question, mais comment tu fais de ne pas avoir peur d'avoir, tu sais, cette vie, je dis pas qu'elle n'est pas normale, ta vie, parce qu'elle est trop bien, mais cette vie, tu sais, un peu plus traditionnelle, de te dire, je suis posée et franchement, je prends la vie comme ça vient et je travaille un peu comme je peux et comme j'en ai envie et d'où je veux. Est-ce que ce sentiment de liberté te fait jamais peur? Alors, quand je suis partie, en fait, j'étais la première fois donc à Lisbonne, j'étais un peu dans une mauvaise place dans ma vie. Enfin, j'étais pas bien, etc. Donc, en fait, j'ai eu besoin de partir. Je suis rentrée à Paris 4 mois plus tard. J'ai vu que ça n'allait toujours pas, etc. Donc, je suis partie au Mexique. Et là, j'ai un peu enchaîné les voyages. Et en fait, je pense que je cherchais quelque chose, on va dire, et que je pense avoir trouvé à Barcelone finalement, parce que Barcelone, j'y suis allée de base pour 2 mois, parce que enfin, 2, 3 mois, parce que sinon, je reste 3, 4, 5 mois dans les pays. Je suis restée un an et demi. Et là, je suis repartie cet hiver 4 mois en Asie du Sud-Est, en Thaïlande et Bali. Et là, j'ai qu'une envie, c'est de rentrer à Barcelone, quoi. Et là, je suis en train de me dire, OK, peut-être envie de me poser là un peu plus. Parce qu'en fait, je suis toujours dans les... C'est un peu épuisant, je suis toujours dans les valises. Et c'est vrai que bah, pour rencontrer quelqu'un, c'est plus difficile forcément quand tu es à droite à gauche. Enfin, voilà. Euh, mais là, ouais, à Barcelone, je pense que j'ai trouvé un peu cet équilibre que je cherchais en fait en voyage. Donc là, je pense que quand je vais rentrer, je vais un peu me calmer et un peu plus me poser. Mais bon, après, on n'est pas à l'abri que dans un an, je te dis, Oui. je pars en Amérique latine. Louise qui s'arrête 4-5 mois, moi je ne connais pas encore, donc j'ai hâte. Mais est-ce que quand on pense à ton quotidien, c'est vrai que tu vois, quand on se dit digital nomade, c'est la fête, c'est les bateaux, c'est la plage. Tu sais, on idéalise beaucoup ce mode de vie aussi qui est
en plein dans notre génération actuellement. Euh, Comment toi tu décrirais ton quotidien à une personne qui se dit ou qui peut avoir des préjugés par rapport au digital nomade ou même qui se dit j'ai envie de me lancer mais j'ai quand même un peu peur. Comment on vit quand on est entre des valises, des voyages, différents pays, différentes cultures également? Comment tu arrives à trouver l'équilibre entre bah, ta vie perso et le travail justement? Du coup, je vais pas mentir, c'est hyper compliqué, c'est hyper fatigant en fait. C'est aussi ça là, c'est que c'est fatigant en fait. T'es jamais vraiment chez toi finalement. Là, par exemple, pendant 4 mois en Asie du Sud-Est, donc je me suis posée pendant un mois vraiment dans un endroit où j'ai pris un appart. Donc là, ça va, j'ai pu reprendre des petites habitudes, etc. Mais en fait, à Bali, j'ai fait que bouger d'endroit en endroit tous les semaines, quoi. Là, c'est compliqué quand même de trouver un rythme et c'est trop fatigant finalement en fait. Mais par contre, quand tu es posé vraiment, enfin, ça dépend des endroits où tu es de toute façon. Mais par exemple, en Thaïlande, là, moi j'avais la chance d'être. J'étais dans le sud de la Thaïlande, j'avais un espèce d'appart qui était dans un espèce de condo où il y avait salle de sport, piscine. Donc, le matin, j'allais chercher mon petit jus, après je faisais mon petit sport, j'allais nager et après je me mettais à bosser, etc. sur ma terrasse. Après, bon, bah, l'après-midi, ça peut arriver de faire une pause piscine, plutôt une pause café, machin. Mais... Donc là, j'avais la chance de pouvoir avoir ce train de vie-là parce que j'étais dans le sud de la Thaïlande, etc. À Barcelone, c'est pas du tout le même train de vie parce que bah, c'est beaucoup plus ville, etc. Enfin, donc ça dépend vraiment des endroits où on se trouve, en fait. Mais c'est vrai que ça peut être un peu fatigant parce que, en fait, tu bouges tout le temps. Et donc, en fait, le temps que tu trouves ta routine, que tu te sens vraiment bien quelque part, etc., pour partir, entre guillemets, après, on est obligé de rien, évidemment, hein. Je connais des digitaux nomades qui restent super longtemps au même endroit, quoi. Mais ouais, c'est pas forcément évident à trouver, le rythme. Et ça dépend vraiment comme je disais, des endroits. Par exemple, Bali, j'ai adoré en tant que vacances, quoi. Mais en tant que digital nomade, j'ai pas du tout aimé, quoi. Ouais. Euh, Et c'est vrai que tu vois, quand tu voyages, moi, c'est vrai que plus d'une fois, en fait, tu es toujours entouré d'entrepreneurs, tu es toujours entouré de quelqu'un. Comment toi, tu fais pour... Est-ce que c'est des gens que tu connais déjà et tu te dis, bah, vu que je connais un tel là-bas, j'y vais? Ou est-ce que tu pars complètement à l'inconnu d'une destination et tu rejoins des groupes ou tu parles avec des gens qui sont directement sur place? Comment tu fais pour connecter? Parce que, bah, mine de rien, ce style de vie aussi-là t'a permis d'ouvrir un énorme réseau au niveau des entrepreneurs. Enfin, tu as quand même rencontré plein de gens. Moi, à chaque fois, je te vois bien entourée dans les stories. Donc, je me dis, tu vois, c'est trop cool. Mais comment sauter le pas, tu vois, face à des inconnus? Est-ce que c'est des gens que tu connaissais déjà vraiment ou pas du tout? euh, alors, bah, de base, pas du tout. Euh, En fait, si tu veux, en France, on est un petit groupe de digital nomades, on se connaît un peu tous bah, par Insta, etc. Les noms reviennent vite, en fait. On n'est pas tant que ça, finalement. Enfin, si on est beaucoup, mais ouais, on a un peu un petit groupe où tout le monde se connaît, au moins par Insta. Et en gros, moi, quand j'avais été au Mexique, en fait, si tu veux, il y a des hubs de digital nomades un peu partout dans le monde. Donc, Playa del Carmen au Mexique en est un, Lisbonne en est un, Bali en est un, le sud de la Thaïlande en est un. Donc moi, je choisissais un peu mes destinations comme ça parce que je voulais justement rencontrer des digital nomades. Ok. Alors Barcelone, on n'est pas un du tout. Barcelone, c'est un peu au pif que j'y suis allée. Et bon, bah, finalement, je suis pas du tout avec des digital nomades là-bas, mais bon. Et du coup, moi, j'avais choisi Playa del Carmen. Enfin, j'avais choisi Lisbonne parce que justement, c'est un peu digital nomade. Après, Playa parce que c'en est un, etc. Et donc, finalement, bah, t'envoies des messages. Tu dis, hey, salut, moi aussi, je suis à Playa. Ça dit qu'on se rencontre. Salut, je suis à Bali. Ça dit qu'on se rencontre. Et c'est vrai que par contre, comme ça, j'ai rencontré plein d'entrepreneurs trop cool. Enfin, en fait, ouais, c'est vrai que tu es tout le temps entouré et ça motive vachement pour le taf, mais de rien. Et ça t'aide vachement. Et ouais, j'ai rencontré des gens que je suivais depuis des années sur les réseaux et du coup, ça faisait tout drôle de savoir en face. Mais Mais ouais, ça non, ça, rassure aussi d'un côté, parce que du coup, tu arrives aussi à passer au-delà de peut-être la peur. Tu vois, moi, par exemple, je suis pas aussi courageuse que toi. Je te l'ai dit d'ailleurs plus d'une fois, mais moi, ce que tu fais, je serais incapable de le faire. J'aurais trop peur déjà, de un, de l'avion, mais de deux, en fait, de me retrouver bah, dans une ville, genre seule, parce que généralement, toi, tu pars toute seule.
euh, face à un monde que tu connais pas. Et pourtant, tu arrives en plus à trouver ton équilibre, à travailler en même temps. Enfin, je trouve que l'enveloppe de tout fonctionne hyper bien, en tout cas dans ta personnalité. Euh, Tu t'es lancé du coup il n'y a pas si longtemps que ça sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça a été une évidence pour toi de dire que tu étais digital nomade ou est-ce que tu sens que c'est un statut qui peut faire peur certains clients ou certaines personnes justement de travailler avec toi? Est-ce que tu sens qu'il y a des préjugés ou justement tu sens que il y a une vraie ouverture d'esprit par rapport à ça à partir du moment où le taf est fait, bah, les gens s'en fichent un peu de savoir où t'es. Alors moi, je ne le dis pas systématiquement, c'est plutôt au fil de la conversation, si je sens que je peux le dire ou pas, quoi. Si je suis à Bali, en Thaïlande ou Truc quoi. Parce que c'est vrai qu'il y en a qui peuvent dire ah, mais décalage horaire, Truc. Après, moi, j'ai un travail, enfin, je suis intégrateur web, web designer, enfin, t'as pas vraiment besoin d'être sur les mêmes plages horaires, quoi. Donc, les calls clients, on s'arrange toujours, il y a forcément un moment où on est calé dans la journée. Mhm. Après, ça m'est arrivé du coup de prendre des calls à 21h, mais bon, enfin, c'est pas grave, quoi. Oui. Mais j'attends un peu de voir avant de le dire. Je le dis pas forcément directement. Après, ça m'est jamais arrivé qu'on me dise ah bah non, moi je veux quelqu'un qui soit à Paris, quoi. Mhm. Je touche du bois que ça ne m'arrive pas, quoi. Mais Du beau pour toi du coup. merci. Mais ouais, non, pour l'instant, les gens sont plutôt. Après, moi, je travaille plus avec des entrepreneurs, des petites entreprises, etc. Je ne dis pas que si je commence à travailler Total ou EDF, tu vois, ils soient si ouverts forcément. Mais c'est vrai que quand tu travailles finalement avec d'autres entrepreneurs ou des petites boîtes, etc., normalement, ils sont quand même plutôt ouverts. Ouais. Et du coup, vu que tu n'avais pas trop de réseaux sociaux avant, vu que bah, c'est vraiment pas ton kiff et on est un peu sur la même longueur d'onde par rapport à ça, est-ce que tu as ressenti que ça te mettait un frein dans ton développement ou tu arrivais très bien à travailler et à trouver des clients sans spécifiquement avoir bah, un Instagram, un LinkedIn, un Pinterest, juste ton site internet te suffisait pour vendre tes prestations ou justement tu t'es dit qu'il y avait ici un manquement à gagner quand même et c'est pour ça que tu t'es lancé sur les réseaux. Comment le processus stratégique, je dirais, a été fait de ton côté? En gros, moi, j'ai commencé à avoir des clients. J'avais commencé avec Malte. Malte avait pas mal fonctionné pour moi au départ. Puis bouche à oreille, enfin, ou des clients qui, par exemple, toi, tu venais d'une cliente à moi, qui est une copine aussi. Enfin, donc, ça marche un peu plus comme ça. Et là, depuis, je sais pas, peut-être 6 mois, un an, plus du tout. Ouais. Et du coup, je me suis dit, bon, tester autre chose. Donc, je me suis mise à faire un Instagram. Bon, je suis pas du tout un peu une cata. Mais en fait, ce que j'aime avec Insta, c'est que c'est vachement plus facile d'aller parler aux entrepreneurs. Mm. En fait, par exemple, enfin, moi, j'essaye de faire des partenariats avec des graphistes, Ouais. des, enfin, tout ce qui est métier du web où il y a besoin d'un site web, j'essaie du coup de faire des partenariats avec eux. Ouais. Et en fait, quand tu as un Insta, c'est quand même vachement plus facile d'aller vers les gens, de leur parler en fait. Donc, c'est pas vraiment une vitrine, je m'en sers pas vraiment comme vitrine, je m'en sers plus comme moyen de communication pour aller parler directement en fait aux potentiels partenaires. Donc ça a été pas mal pour ça, Insta. Mais sinon, c'est vrai que je... Et puis bon, je me suis sentie que j'avais un peu besoin quand même d'avoir une vitrine Insta parce que par exemple, enfin, plusieurs fois, on m'a tagué quand quelqu'un dit ah, je cherche une web designer, nanana. Donc là, je peux être taguée alors qu'avant, bah, je ne pouvais pas être taguée. Or, on me taguait sur mon compte perso, mais bah, déjà qui est privé, donc enfin, puis bon, c'était pas terrible. Et puis par contre, LinkedIn, c'est vrai que c'est pas mal aussi. Bon, pareil, hein, je ne suis pas super rigoureuse dans mes posts et tout ça, mais c'est hyper pratique pour démarcher LinkedIn, quoi. Bah, Mm. d'ailleurs, je vous invite à prendre la formation client de Marine. Effectivement, Et moi c'est c'est grave. vrai que moi c'est une de mes stratégies, je me le cache, genre, je ne m'en cache pas du tout. Pour moi, la création de contenu, effectivement, elle n'est pas forcément nécessaire sur les réseaux, mais elle est de plus en plus obligatoire, puisque bah, ça permet de gagner la confiance des gens en fait. Puisqu'en fait, je me suis vite rendu compte, moi ça fait 7 ans et on en a déjà discuté toutes les deux. C'est vrai que bah, le marché a beaucoup évolué. On n'est plus du tout il y a 5 ans où t'envoyais un email, t'avais un call et la personne te faisait confiance. Là, il y a vraiment une vraie recherche.
il y a du temps de réflexion. Les gens réfléchissent réellement aux investissements qu'ils font, de par la situation actuelle également, avec la crise, etc. Du coup, en fait, si nous, on n'est pas une bonne vitrine de on est la bonne personne pour vous, on crée du contenu, on est là régulièrement, la personne, elle a du mal en fait à nous faire confiance. C'est aussi pour ça, tu vois, que je te posais la question par rapport aux digital nomades, parce que moi, j'ai déjà entendu beaucoup de préjugés alors que j'habite qu'au Portugal, tu vois. Et c'est vrai que ça m'a déjà mis des freins. Une personne me dire, même plusieurs, hein, des clients me dire, bah non, nous on veut quelqu'un qui soit ici en France, nous on veut quelqu'un de Paris, nous on veut pouvoir rencontrer notre collaborateur, non, nous on veut pouvoir vous compter 2 jours par semaine dans nos bureaux. Alors, c'est pas du tout dans moi mon alignement de business, mais du coup c'est pour ça que je me posais la question de savoir si effectivement, quand une personne voit que bah, tu peux être à Bali ou à Barcelone, est-ce que ça crée ici un frein ou pas? Est-ce que tu penses, après c'est bien entendu qu'une analyse à chaud, que le fait de voyager comme ça, à droite, à gauche, est-ce que ça te porte tort, entre guillemets, au niveau du business parce que bah, tu manques de régularité, tu es plus fatigué, etc. Ou est-ce que pour toi, rien n'est corrélé? En fait, j'essaie juste de comprendre si quand tu voyages plus, ça te permet de continuer à travailler, mais c'est pas non plus l'épiphanie de ton business. Et quand tu es posé, est-ce que tu t'arrives à travailler beaucoup plus? Ou est-ce que tu ne fais aucun lien, toi, par rapport à ça? C'est vraiment bah, l'évolution du marché qui est comme ça. Moi, je dirais que c'est plus par rapport à mon entourage. Je pense que les fois où j'ai mieux bossé finalement, quand je suis arrivée au Mexique, parce que bah, j'étais entourée de toute la team digital nomade et tout ça, qui eux sont vraiment à fond, focus taf, etc. Et là, en Thaïlande, pareil, quand je suis arrivée en Thaïlande, j'ai jamais aussi autant bossé, je pense, parce que bah, pareil, en fait, j'ai été entourée des digital nomades qui sont hyper focus taf, etc. C'est vrai que bon, par l'été à Barcelone, c'est plus compliqué de se mettre dans le truc, quoi. Mm. Donc, ouais, moi, je fonctionne beaucoup à l'entourage aussi. Mm. Et, mais après, ouais, ça c'est sûr. Par contre, que quand là, j'ai bougé à Bali, avec ma valise, trouver un hébergement, un truc, un machin, là, c'est quand même compliqué de, de vraiment être focus taf, quoi. Enfin, je veux dire, en Thaïlande, là, du coup, j'ai pu vraiment bah, faire des trucs de fond de mon business que je faisais pas, que j'avais pas eu le temps de faire avant. Alors que là, Bali, bah, quand je bossais, je bossais pour mes clients, quoi. Oui. Donc, tu étais vraiment focus au niveau du taf. C'est vraiment, en fait, le fait de t'entourer de bonnes personnes qui, elles aussi, vont avoir un business, vont bosser, vont être à fond. En fait, tu vas un peu prendre cette énergie-là aussi pour toi et tu vas pouvoir travailler aussi comme ça. Euh, Quels seraient, toi, aujourd'hui, les critères qu'une personne ait un bon site internet? Parce que ben, on a beaucoup parlé de ta vie de digital nomade, de tes voyages, de ton quotidien. Mais moi, en fait, j'aimerais comprendre un peu quels sont, toi, tes critères à toi pour avoir un bon site, puisque c'est vrai que aujourd'hui tout le monde se dit bah, Instagram, ça suffit. Sauf que bah, Instagram a eu son apogée et Instagram est aussi en train de perdre en popularité pour justement être troqué par rapport à LinkedIn. Et puis après LinkedIn, ça sera autre chose. Sauf qu'il y a un truc qui ne change pas et on a le même cheval de bataille, bah, c'est le site internet qui est notre maison. Quelles seraient toi les recommandations et les conseils que tu aurais à donner aux gens, genre trois ou quatre comme tu veux, pour avoir vraiment un bon site internet? Bah, du coup, je commencerai par, je dirais, le responsive. Mm. Donc, c'est le fait d'avoir son site qui s'adapte à tous les écrans. Ouais. Parce que malheureusement, malheureusement pour les web designers, maintenant les sites c'est quasiment que sur téléphone, quoi. Donc ça, faire super attention à ça parce que, enfin, moi par exemple, un site qui n'est pas responsive quand je suis sur un hôtel, putain, je m'en Ouais. répète, c'est juste pas possible. Donc ça, c'est un des critères vraiment le plus important aujourd'hui, quoi. Ouais. L'UX aussi, donc ça c'est l'expérience utilisateur, donc vraiment faire créer son site en pensant en fait au client qu'il y a derrière, quoi. Donc que ce soit simple d'utilisation, que ce soit comment j'ai pas de mot. Que ce soit intuitif, voilà, pardon. Que l'ergonomie du site soit vraiment simple, quoi, et pas 1 milliard de pages, 1 milliard d'infos, que ce soit vraiment facile, quoi, parce que les gens, en fait, maintenant, ils veulent arriver tout de suite. Si le truc il met 3 heures à charger, s'il faut aller dans la page telle pour Ouais. trouver, c'est mort. Ouais. Regardez votre client.
Donc voilà. Et aussi, moi, je dirais la personnalisation. Enfin, je trouve un site, ce qui est bien avec un site, du coup, justement, c'est que vraiment, on peut le créer comme on veut, à notre image, Mm. l'image des valeurs qu'on a envie de transmettre, Ouais. avec notre charte graphique, etc. Alors qu'Insta, LinkedIn, bon, tout se ressemble un peu finalement. Enfin, les posts sont différents, etc. Mais c'est pas vraiment une vitrine qu'on peut choisir, quoi. Surtout Mhm. si les sites de ban du jour au lendemain, ben, c'est foutu pour vous, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, la personnalisation, enfin, vraiment adapter son site à ce qu'on a envie de transmettre. Enfin, je sais que Mm. moi, les sites qui sont moches, bon, ça me donne pas forcément envie, quoi. Ça me fait rire, ça me fait sourire que tu dises personnalisation parce que le site de la But First Academy m'est immédiatement venu en tête. Il faut savoir que Mhm. c'est Louise qui a réalisé le site de la But First Academy et je sais qu'il y a plein de gens tous les jours qui vont sur le site et qui ont la chance de voir le design qui a été pensé mais exprès juste pour ce site internet-là, vu qu'il y avait vraiment une vraie idée de fond, de café, d'avoir une ambiance conviviale, des temps jeux et tout. Et en fait, ben, la personnalisation, comme tu le disais, en fait, tu as réussi très très bien à le transmettre. C'est vraiment l'un de mes plus beaux sites aujourd'hui, mais j'ai aucune honte de le dire. C'est aussi pour ça que je suis très contente de t'avoir aussi ici dans le podcast, pour que les gens en fait puissent aussi, ben, j'aime bien valoriser le travail des gens quand il est bien fait. Et c'est vrai que le site est vraiment trop cool. Donc si un jour vous passez sur le site de la Bad First Academy, n'oubliez pas que c'est pas moi qui l'ai fait, c'est Louise et qu'elle s'en est sortie très très bien parce qu'il fallait quand même réussir à mettre en design ce que j'avais en tête, ce qui n'était pas facile. Donc vraiment merci parce que effectivement en fait dès que je t'ai présenté un truc, t'as pas fait ta patte à toi de web design, t'as fait genre bah, ce que on avait envie de faire, que ce soit en termes de concept, que ce soit en termes d'idées. Et vous pourrez très bien aller voir par exemple le site de Louise pour avoir une idée du panel de toutes les choses qui sont possibles. Le site de Louise est complètement différent de la But First Academy et pourtant il est tout aussi bien. Donc il y a vraiment ici un énorme éventail. Quelle est du coup ta prochaine destination au-delà de Barcelone? Parce que du coup, l'idée quand même, c'est de se dire, on va peut-être se poser, mais est-ce que tu as quand même une petite idée en tête de dire, bah, là, je vais me poser quelques mois à Barcelone. Et après, peut-être que tu as une liste où justement tu vas au feeling et tu te dis, bah, sur un coup de tête, je pars. Comment tu organises un peu bah, ton départ? Est-ce que aujourd'hui tu vas ralentir un petit peu le rythme? Ou est-ce que dans 6 mois, tu vas me dire, Marine, je pars aux États-Unis? Comment ça se passe? Euh, Bah alors, en fait, souvent, bon, je fuis en hiver, hein. Oui. Mais le souci de l'hiver, c'est que il y a Noël, donc je dois être à Paris à Noël. Et moi, Oui. je suis née en janvier, et du coup, bon, mon ami, là, en plus, ça va être mes 30 ans, donc je vais vouloir être à Barcelone, Oui. avec mes proches, forcément. Donc, je sais pas trop si l'hiver prochain, je bougerai, mais je pense que si je bouge quelque part, j'aimerais bien en Amérique latine. Ok. Soit Colombie, donc Medellín, c'est un gros de digital nomade aussi. Ouais. J'aimerais bien l'Argentine, le Chili. Enfin, bon, Tu vas pas t'arrêter maintenant. ouais, non, Et par contre, comment je prépare mon voyage? Alors moi, je suis vraiment team last minute de tout, quoi. Enfin bon, les billets d'avion, j'essaie de m'y prendre quand même un peu en avance parce que voilà. Mhm. Mais sinon, je ne suis pas du tout quelqu'un d'organisé dans mes voyages, en tout cas, quoi. Enfin, ça m'est arrivé plusieurs fois à la Bali, je ne savais pas où dormir le soir. Je suis vraiment lassée parce qu'en plus, moi, je suis très. Ah, ben, je sais pas, ça se trouve, je vais adorer cet endroit, je vais rester plus longtemps près. Enfin, tu vois, à Barcelone, je devais rester 2 mois. Je suis Ouais. resté un an et demi. Ouais. Donc, ouais, je suis un peu la team last minute. C'est aussi ça qui est bien quand tu voyages tout seul, c'est que Mhm. t'as envie, quoi. Ouais, tu fais ce que tu veux. Et voilà, et du coup, ce serait plutôt ouais, l'Amérique latine, je pense. Bon, bah, du coup, tu vas pas me dire tout de suite que tu vas te poser toute une vie à Barcelone, malgré que je sais que c'est ta ville de cœur. Si aujourd'hui une personne elle veut travailler avec toi, si aujourd'hui elle se dit qu'elle a un problème sur son site ou que le site il est désactualisé, qu'elle a envie de faire une refonte, comment toi tu accompagnes les gens et comment les gens peuvent te contacter si besoin en est de parler pour un projet de web design? Alors, moi, j'aime bien toujours avoir les personnes au téléphone quand même, parce que bah, déjà, c'est plus sympa, comme ça, il y a un lien qui se crée. Enfin, moi, le lien au client est assez important quand même. Mm. Par exemple,
toi et moi, on a développé vraiment une très belle relation, bien au-delà de clients, quoi. Ouais. Et bah, c'est aussi ça que j'adore, quoi. Donc, c'est vrai que moi, j'aime bien échanger par téléphone. Et après, bah, comme tu l'as expliqué pour le site But First Academy, donc quand même, je donne des clients, des conseils si la Mm. personne ne connaît rien, etc. Donc, si elle veut quelque chose d'un peu trop farfelu, machin, je vais quand même essayer de l'orienter. Mais Mm. le client reste quand même bah, le client, en fait. Enfin, je m'adapte à ce qu'il a envie. C'est lui qui va me donner l'univers de son site, etc. Enfin, je sais qu'il y a des web designers hyper obtus, etc. Et donc, il y a des gens qui viennent me dire, oh, mon web designer, il ne veut pas faire ça. Vous savez pas faire ça, c'est ton site, quoi. Donc après, je reste quand même, entre guillemets, je donne les conseils quand même s'il y a Oui. besoin et tout ça, mais le client reste quand même, c'est ce qu'il veut, quoi. Après, quand il y a des refontes ou des trucs comme ça, moi, ce que je fais, c'est que je crée une plateforme de dev. Comme ça, la personne, elle perd pas son trafic. C'est ce Mm. qu'on avait fait avec toi, je pense. Exactement. Donc, le site continue de fonctionner à côté. Comme ça, on a le temps vraiment de développer bien comme il faut le nouveau site. Pas d'être dans la hâte parce que, oh là là, on perd du trafic, etc. Donc, et une fois que toute la plateforme de dev est OK, bah, du coup, là, hop, on fait le transfert. Ouais. Et puis voilà, quoi. C'est l'un de Mais nos avantages. c'est vraiment un échange, un partenariat. C'est pas, quand je fais un site, je demande toujours l'avis. Est-ce que ça t'aime bien? Est-ce que ça te va? Est-ce que il y a des trucs s'il faut faire 10 allers-retours, faut faire 10 allers-retours. Bon, Mm. après, enfin, si je finis un site et qu'on me dit, ah bah non, finalement, j'aime plus, vous refaire là. Non. Ah Et oui. il se construit vraiment petit à petit ensemble, quoi. Je fais Ouais. pas mon truc dans mon coin et tiens, regarde, j'ai fait ça, t'aimes pas, tant pis. Ouais, exactement. Je suis vraiment... Et en fait, c'était aussi l'une des approches que j'avais adoré avec toi, c'est que généralement, ben, un site internet, on ne le fait pas en une semaine. Il y a du temps de développement, etc., pour bien penser les pages, pour bien penser l'expérience utilisateur. Et c'est vrai qu'en fait, généralement, moi, avant de te connaître, on mettait ben, mes sites en pause durant un mois, 2 mois. Et moi qui fais du SEO et qui fais de la création de contenu, ben, c'était pas dingue, quoi. Mais j'avais pas le choix. Et c'est vrai que du coup, ton approche de on travaille en parallèle et on laisse quand même tel quel ce qui est pour ne pas porter préjudice au business, c'est vraiment un vrai avantage dans ton approche. En tout cas, je mets tous les liens juste en dessous de cet épisode de podcast. Moi, je ne pourrais que vous recommander Louise, mais est-ce que je suis vraiment objective? Oui. Euh, Parce que ben, j'ai confiance en elle pour tous les sites, que ce soit tant pour moi, mais également pour mes clients. Donc, je fais toujours appel à Louise, c'est simple. Donc, si vous avez besoin, je vous mets tous les liens juste en dessous. N'hésitez pas à la contacter si vous avez besoin. Merci beaucoup, Louise. Merci beaucoup à toi. C'était un vrai plaisir, en tout cas, de t'accueillir parmi nous. Et Pareil. j'espère, du coup, à très bientôt. Ouais, à très bientôt. Merci beaucoup, Marine.